Geneviève Dorval-Douville et Jean-François Gingras sont cofondateurs, avec Elena Bureau, du mouvement citoyen Parce que demain et co-auteurs de Rêver le territoire, réussir l'éducation et rétablir la santé. Leur souhait, ranimer la fierté et le goût de construire collectivement le Québec d'aujourd'hui et de demain. Veuillez les accueillir, Geneviève Dorval-Douville et Jean-François Gingras. Merci. Donc, bonjour, bienvenue à tous et toutes. Merci d'être présents ce matin à notre conférence. En fait, c'est un grand honneur pour nous d'être ici aujourd'hui. En fait, on trouve le contexte tellement inspirant de voir des gens de partout en Amérique qui sont réunis par leur amour de la langue française. C'est vraiment tout un bel événement. Donc, avant de débuter, on avait prévu vous proposer de vous présenter à main levée selon les régions d'où vous veniez, mais semble-t-il qu'on a été devancé hier par la ministre canadienne du Tourisme, des langues officielles et de la francophonie. Donc, on va passer directement aux présentations. Donc, moi, je m'appelle Geneviève Dorval-Douville. Mon parcours professionnel inclut plus de 10 ans en développement économique local et je travaille actuellement au sein d'une administration municipale québécoise. Et je suis aussi la fière maman de 3 enfants, dont la plus jeune congressiste des rendez-vous que certains d'entre vous ont croisé, Elisabeth. Et de mon côté, Jean-François Gingras. Donc, je suis historien et professionnel en logistique et planification d'effectifs. Et nous sommes on est originaire des cantons de l'Est au Québec. Donc, comme le disait le présentateur, on est cofondateur d'un mouvement citoyen qui s'appelle Parce que demain. Et nous avons écrit 3 essais, dont celui sur le territoire. Vous pouvez le trouver à la librairie en sortant ici. En fait, on se présente devant vous ce matin comme vraiment des citoyens engagés. On n'est pas des experts, mais on est des gens qui sont passionnés de politique publique. Puis, c'est dans ce sens-là qu'on s'est impliqué depuis plus de 10 ans dans différents mouvements citoyens qui nous ont amenés à rechercher, à essayer de trouver les meilleures solutions pour développer les collectivités. Donc, on essaie à travers ça de trouver les solutions qui sont les plus réalistes, documentées et inspirantes pour l'avenir du Québec. Et là, on l'espère peut-être pour vous inspirer aussi de façon plus large pour le territoire de l'Amérique. Et pourquoi on s'est intéressé au territoire? C'est que dans notre série d'essais, on avait choisi 2 thèmes très techniques dans le contexte du Québec, donc le réseau de la santé et le réseau de l'éducation. Et on voulait ajouter un thème qui ouvrait les horizons, qui suscitait un peu de fierté, qui parle de collectif, de travail ensemble. Et d'autres raisons qui nous ont amenés vers le territoire, c'est qu'on trouvait que nos cours de géographie et d'histoire, au long de notre scolarité, nous laissaient sur notre faim un peu. On avait des données techniques, on connaissait nos régions administratives, mais c'était à peu près tout. Et on voulait explorer des points de vue à propos du territoire. On voulait se laisser aussi impressionner par l'histoire de chacun des territoires, du nôtre en premier lieu, bien sûr. Et il y a toujours une question de se fixer une destination. Quand on veut rechercher des solutions, proposer des solutions, on se fixe une destination, un but. Et que rêver en même temps, c'est un moyen de se connaître, mais d'une autre façon. Toujours en lien avec le territoire, bien sûr. Donc, en ce sens, voici ce qu'on vous propose. Hey, on n'a pas pris le... On va tourner ça. Donc, ça, c'est notre Parce que demain et nos essais. Donc, voici ce qu'on vous propose aujourd'hui. Le territoire, comment le définir, tracer un peu les étapes de son développement. Ensuite, parler des leviers de développement. Qu'est-ce qui rend chaque territoire unique? Et finalement, une petite recette, dans le fond, les facteurs du succès dans le développement des collectivités. Donc, je te laisse la parole. Merci. Voilà. Oh. Non, je te l'ai déjà. Voilà. Mais commençons par le début. L'Amérique française, c'est notre point de départ dans notre réflexion. Et on va remonter le temps ensemble, si vous voulez bien. Nos liens, comme francophones d'Amérique, remontent à quelques centaines d'années, bien avant que la géopolitique et quelques changements de frontières ne changent la donne. Puis ces liens, on a retrouvé qu'ils étaient toujours présents, malgré qu'on se voisine peut-être un peu moins qu'avant. Au début, c'était pas compliqué. On demeurait tous dans le même grand pays. C'était le début d'une aventure. Et les résidents qui étaient là bien avant nous, il faut s'en rappeler, nous ont accueillis puis ont contribué à notre installation. Ils nous ont aussi permis de survivre, et c'est pas rien, sur un continent fort différent de l'Europe. Rappelez-vous, 400 ans avant,
c'était un peu différent, l'Amérique par rapport à l'Europe, et voire hostile par moment, tellement que c'était différent, ce qui n'est pas rien. On peut nommer, par exemple, des résidents comme les Abénaquis, les Malécites, les Wendat, les Illinois, les Miami, plus vers l'ouest, qui nous ont aidés en ce sens. Et la Nouvelle-France, c'était une grande aventure qui a réservé beaucoup de surprises aux Français, des bonnes comme des moins bonnes, mais ça a débuté avec les voyages de Cartier, pour ma formation d'historien, les dates sont bien importantes, mais 1534. Mais comme le rappelait Anthony Maillet hier, l'aventure a vraiment débuté avec l'installation de Champlain en Acadie en 1604. 4 ans, c'est un fait, ça vaut quelque chose effectivement. Et pour faire une très longue histoire courte, mais je voulais souligner pour vous 2 grands événements qui distinguent un peu la présence française en Amérique. Il y a un événement sans précédent en 1701, la Grande Paix de Montréal. C'est que les Français ont normalisé, établi des relations diplomatiques et commerciales avec près de 40 nations autochtones. Et c'est une situation qui ne s'est pas vue dans aucun contexte colonial en Amérique, à part avec les Français. Et je vous ramène en 1730 avec le premier établissement industriel au Canada, les Forges du Saint-Maurice. Ces 2 événements pris, non pas au hasard, mais pour démontrer que les Français n'ont pas juste traversé et marché le continent, mais ont bien choisi une façon de s'installer, de normaliser des relations avec les résidents. Et je le disais, à travers tout ça, les Français ont parcouru le continent, ont fondé des établissements un peu partout. On peut penser à Antoine de la Motte de Cadillac, qui est explorateur vers Détroit et vers la Louisiane, bien avant de devenir une marque de voitures de luxe, pour ceux qui l'histoire intéresse. Maisonneuve et Jeanne-Mance ont fondé Montréal. Joliette et Marquette ont navigué sur le Mississippi. Bon. Et la famille La Vérendrye s'est dirigée vers l'ouest. Les Rocheuses, le Nebraska, ils ont donc défriché des voies de commerce, des voies de passage. Et les Français, si on retourne dans le temps, ont nommé l'Amérique aussi. Ils ont marqué leur présence par des noms qui honoraient leur culture, leurs références, bien sûr, mais ils ont aussi choisi des noms qui étaient issus des peuples qu'ils rencontraient, qui étaient déjà utilisés pour marquer le territoire avec ses particularités géographiques. L'exemple facile est Québec, bien sûr. On peut penser à Trois-Rivières, qui illustre la géographie, l'île Saint-Jean, Des Moines ou Des Moines aux États-Unis, bien sûr, Saint-Domingue, Fort-Duquesne. Et on peut se demander, en fin de compte, pour le début de cette aventure-là, pourquoi est-ce que c'était si vaste? Si vous regardez la carte, qu'est-ce qui fait que les Français ont franchi tellement de distance en si peu de temps? Eh bien, plusieurs raisons l'expliquent, mais pour notre contexte, c'est une question de géographie. Donc, les cours d'eau à l'époque étaient les autoroutes d'aujourd'hui et le bateau, le meilleur moyen de transport. Ce qui fait qu'ils ont pu aller très rapidement, très loin, au cœur du continent. Et sous l'intendance de Jean Talon, on recherchait de facto une voie, une ouverture vers le Mexique. Donc, les Français sont descendus jusqu'en Louisiane, ce qui est aujourd'hui la Louisiane, bien sûr, mais c'était une voie de communication avec le Mexique qui était recherchée, question de développer le commerce, le transport. Et bien sûr, comme tous les Européens, ils cherchaient le passage vers l'Ouest, le passage vers la Chine. Donc, pendant près de 160 ans, les Français ont exploré le continent, fondé des établissements d'est en ouest, du nord au sud. Ils ont appris des langues, ils ont commercé, ils ont établi des réseaux de forts, des forts tout au long de leur voyage. C'est un peu notre socle commun, notre base de départ. Et je vais voir avec vous si dans la zone bleue de la carte à votre droite, si vous retrouvez votre lieu de résidence actuel. Il est fort possible que oui. Et on arrive à 1704, on fait un bond, qui, sans le savoir, la Nouvelle-France entrait dans une nouvelle étape. Et oui, avec le 18e siècle, chacune des guerres a entamé l'Empire français morceau par morceau, puisque les Français ont été plutôt malchanceux à cette époque-là. Ils préféraient cuisiner que faire de la stratégie militaire, apparemment. Alors, ouais, il vaut mieux en rire 200 ans plus tard. Alors, la défaite française de 1763 lors de la guerre de 7 ans, ou en anglais la French and Indian War, a mis fin à l'aventure française dans l'Amérique du Nord comme telle. Et les conséquences immédiates ont été terribles. J'ai pris 1754, c'est le début de la guerre ici en Amérique, même si en Europe, il y avait encore 2 ans à se tirailler avant de déclarer la guerre. Mais donc, les conséquences ont été immédiates, comme le grand dérangement en 1755. Donc, l'Europe était tranquille, mais nous, déjà, ça bardassait. Et le Canada, la conquête, juste de l'autre côté au Canada, où on craignait les mêmes effets que le grand dérangement quelques années plus tôt.
Ça a bouleversé le quotidien des gens, non seulement dans leurs habitudes, mais leurs déplacements, leur localisation. Et alors que il y avait du bouleversement du côté français, nos voisins anglais jouaient les troubles-fêtes avec leur propre métropole. Et c'est là que ça se complique. Les Canadiens, les Acadiens et les Français se retrouvaient désormais sous des juridictions très, très différentes. Les liens se sont distendus légèrement ou se sont complexifiés. Et au gré des actes et constitutions, les choses vont évoluer assez rapidement après l'élargissement initial de l'acte de Québec. Mais nos liens ont résisté, se sont même étendus. On a ajouté l'Ouest dans notre périmètre, notre imaginaire, avec les communautés métisses à l'Ouest. Et bien sûr, la Compagnie du Nord-Ouest, la traite des fourrures, elle est toujours de plus en plus loin vers l'Ouest, donc maintenait des canaux de communication. Ce qui fait que nos liens, quoique compliqués, se sont maintenus. Et bien sûr, sont apparus des nouveaux joueurs dans l'aventure américaine, donc nommément les États-Unis d'Amérique, qu'on reconnaît sur les cartes en mauve, et le Canada se consolide tranquillement, marche vers sa forme actuelle. Il ne restait finalement que le Bas-Canada comme territoire majoritairement francophone. Et on vous fait traverser le 19e siècle en rafale avec les différents rebondissements. Il y a l'expansion vers l'ouest des deux côtés. Donc, on vise le Pacifique, ou du moins la fin du continent. On ne savait pas ce qu'il y avait au bout encore. La Louisiane, le territoire de la Louisiane est vendu aux États-Unis. Et suite à cette vente, devinez à qui on a fait appel pour arpenter ce grand territoire qui s'ouvrait. Eh bien, c'était les Canadiens français, puisqu'ils le parcouraient et avaient des contacts depuis 200 ans déjà. Il y a les guerres avec l'Espagne, les guerres avec le Texas, les troubles plus au nord dans la Assiniboine et la Rivière-Rouge. Donc, c'est d'autres dispersions, d'autres difficultés en vue. C'est un 19e siècle pas plate du tout. Ajoutez à ça, au-delà de la géopolitique, l'industrialisation, le chemin de fer, les grandes récessions ont aussi causé bien des mouvements de population. Mais le grand changement démographique sur lequel on va attirer votre attention est celui du million de Canadiens français, et la désignation est bien choisie, donc Canadiens français, vers les États-Unis dès 1840 jusqu'en 1920 pour trouver de l'emploi, tenter de s'établir. Alors, on arrive avec des entités très proches ici de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, le Canada se forme tranquillement dès 1867 vers la forme qu'on lui connaît, en ajoutant quelques provinces au gré des années. Et du côté des États-Unis, remarquez leur formidable expansion et toutes les étapes. On a les États actuels avec les différents grandes bouchées qu'ils ont conquises jusqu'au Pacifique. Et on se retrouve avec le continent en général bien, bien loin de la Nouvelle-France, de la première diapo, qui était composée du Canada, de l'Acadie, qui forment la Nouvelle-France. Donc, 150 ans après la conquête, ce continent-là a une configuration totalement différente. Il ne reste que 2 pays. Donc, il n'y a plus d'Espagnols, plus de Russes, plus de Français. Ces 2 pays anglo-saxons, le continent serait anglophone. Mais les frontières bougent, les juridictions évoluent, mais les gens, souvent, demeurent. Les liens, le patrimoine francophone peut se trouver bien au-delà d'une statistique ou d'une loi. Parce que le territoire vécu et le territoire politique qui ne sont souvent pas les mêmes. Le territoire vécu se forme, se change au gré des parentés, des communautés, des voies d'échange ou de commerce, des opportunités qui se présentent. Il est composé de liens avec le territoire immédiat, ses ressources, ses possibilités, son histoire. On l'apporte, on est toujours le produit de nos prédécesseurs, donc on apporte l'histoire, on la transporte avec nous. Et des gens, bien sûr, des communautés, des parentés qui se forment. Alors que le territoire politique, c'est un peu plus simple, c'est tributaire, dans le cas des Amériques, des administrations, des guerres ou d'autres événements ou changements technologiques qui font bouger des frontières ou adopter des lois. Donc, rêver le territoire, pour nous, c'est aller au-delà des frontières, des cartes du présent, de ce qu'on connaît immédiatement dans le présent. L'héritage français ne se limite pas à une statistique ou une note historique en bas de page. Et avec tous ces rebondissements, j'espère vous avoir intéressé un peu à ce que la présence française est demeurée toujours bien vivante, qui a traversé les événements et le temps.
Et je vous amène sur un autre terrain, puisque la langue et l'histoire ne sont pas tout. Nos liens sont peut-être plus diversifiés entre nous qu'on le croit. On parlait de l'exode du million de Canadiens français. Eh bien, c'était des familles éparpillées, des portions de familles qui déménageaient, donc ça crée des liens, des communautés. Au Québec, jusqu'aux années 80-90, et je me demandais la question si c'était le même cas, par exemple, au Nouveau-Brunswick ou dans d'autres provinces, mais chaque famille avait un oncle ou une tante des États. Ça, c'était très commun chez nous. Et anecdote personnelle de ma famille paternelle, la famille de mes grands-parents a émigré à Lynn, au Massachusetts, à la fin du 20e siècle. Ils se sont mariés là-bas, ont fondé leur famille là-bas, mais sont revenus au Québec vers 1916 ou 1917. Donc, mon grand-père paternel est le premier des enfants canadiens de la famille. Mais j'ai bien connu mes grands-oncles et grands-tantes américains. Mais ce n'était pas une situation qui était unique ou très spéciale. Chaque famille ou quelques familles avaient ces mêmes anecdotes-là. Ça crée des échanges économiques, bien sûr des transferts d'argent, des emplois par référence. S'il y avait une usine qui ouvrait, on écrivait à la famille, on se référait les situations. Ça crée des liens culturels aussi, puisque la vie est organisée de façon très similaire au Canada français que dans ces communautés-là aux États-Unis, autour de la paroisse, du curé, de quelques institutions comme celle-là. Donc, des traditions, des fêtes étaient partagées de part et d'autre des frontières. On s'écrivait à propos des mêmes événements qui étaient vécus un peu différemment. Au tournant du 20e siècle également, je vous ramène à Alphonse Desjardins, bien connu au Québec parce qu'il a fondé la coopérative financière, le Mouvement Desjardins. Mais ça a commencé avec une caisse, une seule, en 1900, à Lévis. Dans ses temps libres et ses temps plus occupés, Alphonse Desjardins a participé à la fondation de plusieurs caisses au Québec, mais aussi plusieurs en Ontario et en Nouvelle-Angleterre, 163 en tout. Et il a été requis comme consultant pour rédiger des projets de loi, ou du moins avoir consulté des associations qui veulent passer des projets de loi dans plusieurs congrès d'États de Nouvelle-Angleterre. Alors, s'il y a des lois encore aujourd'hui au Massachusetts, New Hampshire, New York, qui traitent de la coopérative financière, des credit unions, vous pouvez être sûr qu'à l'origine, il y avait un peu d'Alphonse Desjardins derrière le texte légal. Donc, les Canadiens français et les maintenant franco-américains partageaient des besoins économiques similaires, avaient des besoins de chaque côté de la frontière qui étaient apparentés. Et l'organisation sociale de ces communautés-là a facilité la propagation du mouvement de coopération financière. C'est un lien qu'on ne soupçonne pas à prime abord, qui est un peu masqué avec les événements du 20e siècle qui nous a étourdis, mais qui est très, très évident lorsqu'on creuse un peu l'histoire. Et en dernier lieu, je vous propose des liens scientifiques aussi. Donc, il y a la langue, l'histoire, on a des liens touristiques aujourd'hui, mais le lien scientifique via l'ACFAS, qui est aujourd'hui l'Association francophone pour le savoir, a été fondée en 1923. Son rôle, promouvoir la recherche, l'innovation et la culture scientifique dans l'espace francophone. Mais à l'origine, l'ACFAS, c'était l'Association canadienne-française pour l'avancement du savoir. Et le choix du terme canadien-français n'était pas juste une réalité sociologique de l'époque, mais ça identifiait le public qu'on voulait rejoindre. Donc, les Canadiens français, qui avaient une origine commune, mais établis partout en Amérique. Donc, comment parler sciences en français, comment faire voyager les idées en français à travers l'Amérique. Donc, on ne part pas de zéro pour les liens entre nous. On a des liens historiques, linguistiques, mais on ne part pas du tout de zéro. Nos communautés francophones ont maintenu des liens entre elles de diverses façons au gré des événements, des changements technologiques et industriels. Elles se distinguaient de leurs voisines, mais se reconnaissaient entre elles sous plusieurs aspects, dont l'organisation sociale. Et en étant invité ici, ce qu'on réfléchissait, c'est que c'est à notre tour maintenant de réactiver des solidarités qu'on croyait oubliées ou oubliées et enterrées avec le temps, et de créer d'autres liens qui répondent à nos besoins actuels. Et par exemple, la tenue de ce rendez-vous témoigne bien de cette présence française en Amérique un peu dispersée, mais qui manifeste un désir de développer une appartenance et de développer des liens, malgré tout ce qui pourrait nous différencier à prime abord. Et si on revient au thème de notre essai, mais de la conférence, donc pourquoi rêver le territoire? Eh bien, pour nous, c'était une façon de comprendre comment il a façonné notre culture, nos activités, nos modes de vie. Et pour percevoir, dans un angle touristique, mais ce qu'on veut offrir à nos visiteurs, les éléments qu'ils vont ramener chez eux. Est-ce que c'est les idées de grandeur du territoire, l'exploration, tous les contes et les légendes d'exploration, des chants, des contes, de l'architecture ou de la neige même? Parce que si on ne rêve pas notre territoire nous-mêmes, d'autres vont s'y intéresser
et de fâcheuses surprises peuvent nous attendre au coin. Alors qu'au contraire, si on s'y intéresse, si on le rêve, eh bien, c'est nous qui allons découvrir de belles surprises. Et on va pouvoir se reconnecter avec cette part de nous-mêmes qui, en percevant le territoire et ses possibilités, ce socle commun, peut en faire un tremplin à partir duquel on peut bâtir un avenir intéressant pour nos collectivités. Et je conclurai cette première section avec une citation d'un professeur à la retraite du Québec, Bernard Vachon, qui dit qu'il n'y a pas de territoire sans avenir, il n'y a que des territoires sans vision ni projet. Donc, parlons de vision maintenant. Comment la construire, cette vision-là? Par où commencer? Chaque territoire et chaque collectivité possède des caractéristiques uniques. Celles-ci sont des leviers à partir desquels il est possible de se développer. Donc, il peut s'agir d'éléments qui sont présents à l'état naturel sur le territoire, comme on pense à des ressources forestières, minières, énergétiques, fauniques. Il peut s'agir de paysages, la topographie, des beautés naturelles. Ça peut aussi venir des saisons, les activités qui en découlent. Ça peut aussi être des éléments liés à la communauté qui est présente sur le territoire. Donc ici, évidemment, on pourrait parler de culture, hein? On va en parler beaucoup, vous en avez parlé beaucoup hier, on va continuer à en parler. Donc cette culture, cette façon dont elle se déploie, les modes de vie qui en découlent, c'est aussi un levier pour se développer. Ensuite, il y a l'agriculture, la cuisine, les produits du terroir, et finalement, l'architecture, l'urbanisme, la façon dont la ville, le village, la région se déploient sous les yeux. Donc, dans les prochaines minutes, on va faire un peu le tour de ces principaux leviers, qui ne sont pas les seuls, par ailleurs. Il y en a d'autres qui peuvent s'ajouter selon les forces présentes dans la communauté. Donc, voilà. Donc, d'abord, au niveau des ressources naturelles, en fait, la nature a été généreuse avec nous de bien des façons. Selon les époques et les besoins, en fait, ces ressources-là ont été mises en valeur de façon bien différente. Donc, au 17e siècle, on s'en rappelle, évidemment, c'est la fourrure qui nous a ouvert le continent. C'était la première ressource qu'on est venu exploiter sur le territoire ici. Par la suite, ça a été le bois. On est allé défricher, les mines, les ressources hydroélectriques, pétrolières et gazières. Un exemple intéressant de mise en valeur des ressources naturelles, c'est celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean au centre du Québec. C'est une région qui avait un très grand potentiel hydroélectrique. Donc, ils s'en sont servis comme levier pour attirer une énergie qui est une industrie très énergivore, qui est celle de l'aluminium. Mais en fait, la région ne s'est pas arrêtée là. Elle a bâti autour de ça toute une toile d'expertise qui est venue renforcer la présence du secteur. Donc, elle a soutenu pour ça le développement de centres de recherche, plusieurs centres de recherche liés à ce secteur-là, des formations adaptées pour les entreprises et elle a soutenu le développement d'entreprises fournisseurs ou d'entreprises connexes. Ça a permis de créer des synergies et des innovations entre les entreprises et les milieux de recherche et de formation. Ça a aidé donc les entreprises à demeurer plus performantes à l'avant-garde de leur champ. Ça a permis aussi d'ancrer les entreprises dans le territoire parce que ça a renforcé la raison initiale de leur présence dans la région et ça rendait donc plus difficile leur départ. Et ça a permis aussi de rendre la région plus attrayante pour d'autres industries parallèles qui recherchaient le même type d'expertise. Donc, le résultat, c'est qu'il y a plus de 30 000 emplois directs et indirects liés à l'aluminium dans la région et ça en fait l'une des plus importantes régions productrices d'aluminium dans le monde. Donc, c'est vraiment des bonnes pratiques parce que leur effet est plus durable et structurant pour la région que simplement exploiter une ressource. Donc, et ça peut même devenir une occasion touristique. C'est ce qu'a fait la ville de Shawinigan, qui a aussi un très long historique de développement énergétique. Elle a mis celui-ci en valeur en créant le complexe de la Cité de l'énergie qui comprend une foule d'activités à faire liées à l'énergie. Et donc, ça accueille plusieurs centaines de milliers de personnes par année, ce qui est beaucoup pour une ville qui est quand même hors des circuits touristiques traditionnels. Donc, ainsi, la ressource naturelle qui est présente au départ peut être plus qu'une simple exploitation. Elle peut devenir une occasion de bâtir tout un réseau d'entreprises d'expertise ou même devenir une occasion touristique. Donc, je te laisse, tu continuer. C'est toi qui poursuis avec le... Oui? Je vais prendre le micro ici. Donc, vous avez dans le levier les paysages qu'offre l'Amérique. Donc, on a des montagnes au lac Grand comme des océans, des rivages de l'Atlantique jusqu'au golfe du Mexique avec une pointe vers le Pacifique. On a des forêts d'épinettes aux forêts de gratte-ciel, normalement sur la côte ouest. L'Amérique offre des paysages fabuleux. Il y en a pour tous les goûts.
et les activités et loisirs qui viennent avec sont variés tout autant. C'est une grande richesse, puis nos vastes espaces naturels font rêver bien au-delà de nos frontières. On peut juste en parler aux Européens qui nous visitent et qui ont l'ambition de voyage, qui veulent voir New York nommément et les Rocheuses dans la même semaine. On leur souhaite bonne chance. Oh yes. Alors, on voulait vous suggérer des exemples de mise en valeur, montrer comment c'est un levier. Il est peut-être plus évident, mais tout de même. On prend l'exemple de nos hôtes au Nouveau-Brunswick, qui vantent avec beaucoup de succès auprès de nous leurs plages les plus chaudes au nord de la Virginie. Et pour nous qui venons des cantons de l'Est, pour nous, la mer, ça voulait dire Old Orchard au Maine. C'est à quelques heures de voiture, c'est quasiment une destination naturelle depuis 100 ans. Mais à chaque année, on voyait arriver les publicités du Nouveau-Brunswick avec l'eau la plus chaude, ce qui est un avantage sur le Maine malgré la distance. C'est très froid. Pour ceux qui sont parlés, c'est très froid. C'est très beau, c'est très froid. Donc, si on ajoute la culture acadienne, mais le plaisir de la langue française, qui est un avantage pour nous au Québec, les paysages environnants et les fruits de mer, mais ça fait une combinaison très alléchante et plutôt convaincante parce qu'on est tous ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ce côté du paysage, alors ça, c'est pour en profiter, bien sûr, mais ça peut être un levier. Et la Gaspésie, on vous a choisi ça comme exemple, qui a adopté en 2013 une charte des paysages. Ça permet d'inscrire les paysages comme des biens culturels et patrimoniaux, bien sûr, mais qui ont une valeur économique. C'est la particularité de la charte. Elle a été signée par des instances gouvernementales régionales, des chambres de commerce, des associations touristiques locales et provinciales, et même l'Union des producteurs agricoles, donc des intervenants de différents secteurs qui offrent sur le territoire. Des villes ont ensuite embarqué en signant la charte, dont la ville de Gaspé, qui l'a intégrée dans son plan d'urbanisme. Ça lui donne une valeur de loi, une valeur applicative beaucoup plus forte. Puisque la Gaspésie, récemment, travaille à se sortir du fameux tour de la Gaspésie. Alors, traditionnellement, on prend la route 132, on fait le tour, on voit le paysage, le rocher percé, et on retourne chez soi. Leur défi, c'est d'attirer les touristes, mais de les retenir en développant des attractions culturelles, des attractions de loisirs de plein air. Donc, la charte est un levier pour arriver à ce développement-là. Et un exemple d'étape dans ce développement-là est la grande traversée, de la Gaspésie, qui se fait en randonnée ou en ski raquette, l'automne comme hiver, qui est un très grand succès. C'est une façon de voir le territoire, mais vraiment de le vivre et littéralement de le marcher. Et ce qui vient avec le paysage et l'Amérique, c'est l'hiver. On en a fait un levier, même si peut-être quelques-uns d'entre vous seraient en désaccord avec nous, c'est bien correct. L'hiver peut être un levier, une occasion, et c'est l'alternance des saisons qui le rend intéressant aussi. De notre côté, et je suis sûr que c'est la même chose ailleurs, on a beau le détester par moment. Alors, un matin à moins 25 avec 60 cm de neige, ça ne nous tente pas de déneiger, mais on fait quand même. C'est un petit inconvénient pour tout ce qu'il peut apporter en contrepartie. Donc, ça peut impressionner des voyageurs d'ailleurs, les grands sommets enneigés, du ski au sortir d'une autoroute, c'est assez attrayant. Et toutes les activités autres que le ski, on pense au patin, la raquette, la randonnée, le toboggan. Et les paysages dans une même région sont tout autres l'hiver que l'été, par exemple. C'est beaucoup plus silencieux. Marcher dans un bois l'hiver est totalement différent de l'été. C'est très silencieux. La neige étouffe les bruits. Et les journées se révèlent, ma foi, aussi claires que l'été avec la neige et la glace qui reflètent le soleil. Il y a des loisirs, je le disais, pour tous les goûts, même les plus aventuriers, comme du camping d'hiver, du kayak de glace ou les randonnées en traîneau à chien. Et on peut difficilement les reproduire ailleurs. Donc, pour ceux d'entre nous en Amérique qui ont un coin d'hiver, faire des randonnées de traîneau à chien en aréna, c'est beaucoup moins sexy. Mais l'hiver en Amérique, on trouve aussi le moyen de fêter. Il n'y a pas juste l'été. On a des festivals d'hiver. Vous connaissez sûrement le très connu Carnaval de Québec, bien sûr. Mais il y a aussi le Festival des voyageurs à Winnipeg, qui nous invite quelques milliers de kilomètres. Ah oui, bien, les gens de Winnipeg, ben voilà. Pardon? Ben voilà. Ben c'est vrai. Donc, c'est à la hauteur du festival. L'hiver, ils en font un peu pour se réchauffer en plein air. Il y a l'éclaté Igloo Fest à Montréal, qui a fait son apparition depuis une dizaine d'années avec le Festival électronique urbain, ou encore Montréal en lumière, qui jumelle des randonnées urbaines, une nuit blanche avec plein d'activités. On peut aller au musée la nuit et un festival gastronomique. Donc, l'hiver en ville ou en nature, il y a de quoi faire en Amérique. Je veux dire... Ah, c'est moi qui continue. Oui.
Puis je vous jure que l'Igloo Fest, c'est tout un spectacle à Montréal quand on voit arriver des gens en saut d'hiver, One Piece, fluo, dans le métro. C'est tout un spectacle en soi. Donc, un autre levier qu'on a beaucoup évoqué dans les derniers jours, mais qui est un levier vraiment puissant dans notre cas ici aujourd'hui, c'est le levier de la culture qui est présente dans le territoire. Donc, or, n'en déplaise à un certain Lord Durham, qui, au 19e siècle, avait dit que les Canadiens français n'avaient pas de culture et pas de littérature, bien, n'en lui déplaise, il y en a une culture distinctive française en Amérique du Nord. Donc, celle-ci est apparue, en fait, dès la fin du 17e siècle. Les Français de France, dès cette époque-là, disaient qu'ils ne reconnaissaient plus les colons qui étaient maintenant en Amérique. Ils les appelaient déjà les Canadiens. Ceux-ci se distinguaient par leurs mœurs, leurs occupations, leur alimentation, les contacts avec l'hiver et avec les Premières Nations. Donc, déjà, il y avait vraiment une différence culturelle avec les gens qui étaient restés sur le continent européen. Et cette culture-là se distingue évidemment aussi beaucoup de l'héritage anglo-saxon, par évidemment la langue, ça va de soi, mais aussi par le mode de vie, les valeurs, la cuisine, l'expression artistique et bien plus encore. Et cette culture-là se déploie bien différemment de la Louisiane jusqu'au Québec et jusqu'aux Rocheuses, mais on a entre nous beaucoup plus de points communs que de différences. Et cette culture-là d'Amérique française, les touristes la recherchent. En fait, il y a une étude de l'Office du tourisme de la Ville de Québec qui a démontré que les forces de la région, ce que les touristes recherchaient quand ils allaient à Québec, c'était l'histoire et le patrimoine, la culture canadienne-française et la beauté de la région. Donc vraiment, c'est un des premiers éléments qui étaient notés par les gens qui venaient dans la région. Et Québec n'a pas été la seule à savoir la mettre en valeur, évidemment. C'est le cas du village historique acadien, près de Caraquette, et du village québécois d'antan, par ailleurs aussi, qui donnent tous deux des exemples de conditions de vie des 19e et 20e siècles avec des bâtiments historiques, des personnages, des métiers d'antan. Ça permet aux gens d'ici ou d'ailleurs de découvrir les racines de cette culture-là et la vie d'une autre époque. Dans un autre ordre d'idées, à Sudbury, en plein centre de l'Ontario anglophone, on peut aller au théâtre en français, à l'université, lire des journaux en français. Ces services-là sont présents d'abord pour la population locale, mais aussi pour l'ensemble de l'Ontario francophone, et ça peut devenir un très beau point d'intérêt pour quelqu'un qui va dans la région pour un arrêt touristique, particulièrement lors des nombreux festivals francophones qu'il y a dans cette ville. Parce que les festivals, nous, les francophones d'Amérique, on aime donc ça. On s'amuse donc d'est en ouest et du nord au sud de l'Amérique. Du Festival du bois de Coquitlam en Colombie-Britannique, qui met en valeur la musique traditionnelle, au Mardi Gras ou au Festival international de Louisiane à Lafayette, on célèbre avec beaucoup d'enthousiasme notre héritage français. Et notre joie de vivre nous caractérise à ce point que les Anglais n'ont même pas pris la peine de traduire l'expression. C'est tout dire. Et on a hérité des Français, bien sûr, leur soin de la table, je le disais précédemment, donc une gastronomie ou un soin particulier, mais on l'a adapté aux ressources du vaste continent qui s'ouvrait à nous. Et si je vous dis Ataka, Atoka, pomme de pré ou canneberge, à peu près tout le monde ici va reconnaître le petit fruit rouge acidulé. Et comme Antoine Maillet, encore une fois, le disait, en français, chaque mot désigne précisément ce qu'il veut dire ou qu'il veut illustrer. Donc, on a une illustration que même entre francophones d'Amérique, on a plusieurs mots pour décrire précisément le canneberge qu'on trouve près de chez soi. On ajoute à ça l'orignal, le bison, le saumon, les écrevisses, le homard, la livèche, les bleuets, le maïs ou les courges. Ça participe de ce terroir-là bien différent. On l'apprécie aujourd'hui parce que par Internet, on voit toutes sortes de choses, on se différencie, on se trouve des accointances avec différentes régions du monde. Mais cette différence-là de terroir, de gastronomie ou d'habitude alimentaire était notée par un voyageur états-unien qui a séjourné plusieurs mois dans la région de Charlevoix à la fin du 19e siècle, 1883 de mémoire, ce que j'ai lu. Et il remarquait que le maïs semblait être considéré par les Canadiens français comme un mets de luxe ou très spécial, puisqu'on organisait des fêtes, des rassemblements de villages et de communautés autour du maïs. Et c'était nos épluchettes de blé d'Inde. Ça se veut très convivial et très familial, un point de rencontre avant les récoltes d'automne. Mais pour lui, même qui était un résident américain, mais du Sud, donc des États-Unis, il trouvait ça tellement particulier que ça nous distinguait parmi les voyages qu'il avait faits précédemment. C'est pour vous dire que c'est une différence qu'on se donne, qu'on se trouve, mais qui a été aussi remarquée au fil du temps.
On peut donner comme exemple aussi la culture des vignes, qui s'appuie sur l'héritage des Français, qui est plus récent par contre, mais c'est une idée de réactiver ou de retrouver quelques accointances avec l'Europe. Ça a donné des routes des vins en Acadie, dans les cantons de l'Est d'où on vient, mais un peu ailleurs au Québec, la région de Niagara-on-the-Lake en Ontario, et aussi l'Okanagan en Colombie-Britannique, la Californie dans l'Ouest, et quelques régions qui se développent, notamment au Vermont, New York, les upstate New York, une région vinicole qui se développe. Mais ce sont des Français, des Européens, souvent viticulteurs, qui viennent donner support de la formation aux Américains du Nord et du Sud qui se tentent à cette industrie-là. Et on en fait une occasion touristique par la même occasion, donc une espèce de grappe d'entreprise qui peut nous mener dans de beaux paysages. Ou encore, il y a le vin de glace et le cidre de glace, qui sont des innovations, des inventions tout à fait nord-américaines, parce que c'est possible seulement en Amérique du Nord. Alors, pour ceux qui nous visitent du Sud, c'est l'occasion d'y goûter si la curiosité vous prend. Vous ne le retrouverez pas ailleurs du tout. Et si vous le retrouvez ailleurs, c'est qu'il vient d'ici. Et tout ça pour vous dire qu'on a développé tout un réseau d'auberges ou d'établissements, de restaurants réputés, de chefs qui ont autant de talent que d'inventivité, des cultivateurs tout aussi curieux, et que c'est tout important pour la diffusion de ce savoir-là, de ces savoir-faire-là, qui structurent des communautés, mais peuvent intéresser des visiteurs. Et sur un levier peut-être moins exploré, on parle beaucoup de langue, d'histoire, de culture, mais les Français, ont apporté avec eux une idée de la ville, une idée de l'organisation du territoire. Il en reste quelques grands ensembles visibles encore aujourd'hui, notamment le Vieux-Québec, qui est reconnu et protégé par l'UNESCO, mais le Vieux-Montréal qu'on peut visiter, que certains peut-être d'entre vous ont choisi comme destination, qui a frôlé la destruction dans les années 60, au nom de la modernité. C'était une autoroute qui devait passer là où se trouve le Vieux-Montréal, qui attire des milliers de visiteurs maintenant, et où se tient le Igloo Fest par ailleurs. La Nouvelle-Orléans contient un grand ensemble de structures françaises, qui est un style français vraiment authentique, mais adapté au climat plus tropical, ou beaucoup plus chaud du Sud. Donc, c'est pour vous dire que la Nouvelle-Orléans, qui est un ensemble architectural, on n'aurait pas pu le retrouver à Québec ou Montréal, et inversement, ce qui a été bâti à Québec n'aurait pas pu se retrouver à la Nouvelle-Orléans ou ailleurs dans le Sud, malgré que ce soit des Français, les mêmes occupants, qui aient bâti les deux ensemble. Et de l'organisation du territoire, plus visible au Québec encore, mais vous me pardonnerez si je ne suis pas familier avec la situation du Nouveau-Brunswick, mais toutes les anciennes régions seigneuriales autour de la vallée du Saint-Laurent sont organisées avec de grandes langues de territoire qui touchent à une rivière ou au fleuve, et l'organisation des villages, des routes est tributaire de cette idée d'organisation-là. Il y a un noyau villageois, les anciennes institutions seigneuriales, et tout rayonne autour de ça. On vient des cantons de l'Est, on le mentionnait, ce qui est une région marquée par l'apparition des loyalistes, donc les loyaux anglophones qui voulaient fuir les États-Unis. Bien, ils ont organisé leur territoire, les Anglais étant administrateurs du territoire, en cantons. C'est pas mal, c'est pas bien, c'est très différent. Prenez une route vallonneuse dans la région de Québec, une route vallonneuse dans les cantons de l'Est, vous voyez les langues de territoire qui se colorent au gré des couleurs d'automne, et vous voyez des carrés de territoire qui font fi de rivières-ruisseaux et autres accidents de terrain. Ça donne une toute autre perspective sur la région. Et l'exode des Canadiens français au 19e siècle, comme mentionné, a résulté à la formation de beaucoup de petits Canada, qui étaient des quartiers où ils se regroupaient au fur et à mesure des arrivées, des échanges. Et ça a donné des ensembles qu'on peut voir, entre autres, le quartier The Point à Salem, au Massachusetts, qui a acquis, ce quartier-là, The Point, une valeur patrimoniale, mais est-ce qu'il y aurait une occasion de mieux faire connaître ces quartiers-là? Est-ce qu'il y a un certain patrimoine à faire découvrir aux gens de la localité d'abord, mais peut-être aux touristes qui aimeraient en faire une destination? Et dernièrement, du point de vue de l'architecture, on peut nommer la présence française, qui est une grande nation militaire, une grande nation d'idées, mais militaire aussi, a laissé toutes sortes de constructions fortifiées, des forts aux remparts, aux murs, et ça crée tout un chapelet de constructions au cœur du continent. On peut nommer les forts Niagara ou Carillon dans l'État de New York, le fort Duquesne en Pennsylvanie, le fort Rouge au Manitoba ou le fort de la Balise en Louisiane. Alors, tous ces ensembles-là, on pourrait les mettre en valeur et peut-être recomposer un tracé Cavalier de la Salle ou Joliette vers le Mississippi, une nouvelle route des fourrures qui serait composée, bien sûr, de lacs de portage, d'autoroutes aujourd'hui, de villes et de musées. Donc, ça peut être une base intéressante pour créer un attrait, pour varier aussi
des attraits pour nos visiteurs. Donc, l'héritage français, dans sa culture, ses festivals, son terroir, son architecture, est un élément qui nous distingue tous ici, chacun dans notre coin d'Amérique, au sein du continent largement anglophone. Et il ne faut pas hésiter à le faire ressortir, à bâtir sur nos racines, à faire découvrir, à faire rêver nos concitoyens de cette culture si vibrante, si variée. Donc, soyons-en fiers. Maintenant notre travail à être inspiré, comment passer de ce rêve-là à la réalité? Donc, comment concrètement mettre ces leviers-là en œuvre, comment les activer pour développer nos collectivités? Donc, en fait, beaucoup de collectivités, lorsqu'ils pensent à se développer, vont miser sur l'attraction de une ou deux grandes industries qu'ils vont attirer en mettant de l'avant des incitatifs pour les amener à s'installer dans la région. L'enjeu avec cette stratégie-là, c'est que si jamais l'entreprise connaît des difficultés ou son secteur d'activité connaît des difficultés, ou si on assiste à la présence de meilleurs incitatifs qui sont offerts ailleurs, bien, l'entreprise risque de fermer ou de se délocaliser. Donc, ça met vraiment la région à risque de reposer sur une ou deux seules industries qui sont attirées seulement par quelque chose qui est là de façon un peu comme artificielle, si on veut. On pense, dans le fond, pour sortir de ce cercle-là, il faut miser, puis en fait, dans le fond, quand ça se produit, c'est que tout est à recommencer. T'sais, une fois que l'industrie a quitté, il faut reprendre à zéro. Donc, si on veut sortir de cette logique-là, il faut miser d'abord sur les forces du territoire. Quand on pense aux leviers qu'on vient de présenter, ces leviers-là, ils ne se délocalisent pas. T'sais, les entreprises ne peuvent pas partir ailleurs pour les chercher, ils n'existent pas ailleurs. Donc, et plus ces leviers-là sont diversifiés, plus on les consolide, plus on les utilise de façon complémentaire et plus on les met en valeur, plus ça ancre les gens, les entreprises, les projets sur notre territoire. Ça lui donne aussi une image de marque forte. Ça permet aux gens de le reconnaître, ça leur donne le goût d'y venir, de s'y établir ou d'y revenir. Mais pour parvenir à cette image de marque-là, à ce développement-là, on s'est posé d'abord la question, qu'est-ce que les gens, les entreprises, les touristes, qu'est-ce qu'ils recherchent sur un territoire? Qu'est-ce qui va les amener à s'y installer et à venir chez nous, chez vous, plutôt qu'ailleurs? Pour répondre, on a fait un peu le tour des études sur le sujet, puis voici un peu ce qui en ressort. Ouais. Donc, d'abord, au niveau des gens, qu'est-ce qu'ils recherchent pour un milieu de vie pour s'y installer? Bon, évidemment, ils vont rechercher des habitations qui sont abordables, un minimum quand même, pour tous les âges et tous les stades de vie. Ils vont chercher des possibilités d'emploi dans plusieurs secteurs d'activité. Ils vont chercher des commerces et services qui vont être variés, des institutions publiques de qualité au niveau des écoles primaires, secondaires, au niveau des institutions d'enseignement supérieur, les cliniques, les hôpitaux. Ils vont chercher aussi des espaces verts qui vont les inspirer, où est-ce qu'ils vont pouvoir se détendre, se sortir du quotidien. Une vie culturelle riche aussi. Et ils vont chercher aussi des aménagements et des infrastructures, des transports qui sont adéquats. Mais de façon plus intangible, les gens vont aussi rechercher un petit je ne sais quoi, une qualité de vie, un sentiment d'appartenance, une fierté de faire partie d'une collectivité. Du côté des entreprises, on pourrait penser que l'argent va être au centre de tout. Mais c'était le cas il y a 30 ans, c'était vraiment le premier facteur de localisation des entreprises. Mais maintenant, c'est plus si vrai que ça l'était à l'époque, quand on regarde un peu ce qui se dit sur le sujet. Le premier facteur de localisation des entreprises, c'est maintenant la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée. Donc, elles cherchent une main-d'œuvre qui est capable de répondre à leurs besoins, notamment avec des compétences de base en lecture, écriture, mathématiques, ce qui est malheureusement des fois un problème, et aussi des compétences plus avancées, plus spécialisées dans leur domaine. En deuxième lieu des facteurs d'établissement, c'est l'accessibilité des infrastructures de transport, particulièrement les autoroutes. Et viennent ensuite les coûts, évidemment, les coûts de main-d'œuvre, donc les salaires, les avantages sociaux, les coûts de construction, d'occupation, ce à quoi, par ailleurs, on est souvent assez concurrentiel au Canada particulièrement, et les coûts et les incitatifs fiscaux. Donc, au niveau des touristes, que recherchent-ils? Donc, quand on recense un peu les écrits sur le sujet, ils recherchent d'abord des infrastructures d'accueil qui sont adéquates. Donc, est-ce que je peux me loger? Où est-ce que je peux me restaurer? L'accueil touristique est-il adéquat? Ensuite, ils recherchent donc, en deuxième, la culture. Donc, ils recherchent la réputation d'une ville. Qu'est-ce qui la précède? Qu'est-ce qu'ils en entendent parler en bien? Donc, on veut se dépayser, on veut découvrir ce mode de vie qui est différent du nôtre.
Ensuite, ils recherchent évidemment des attraits, donc la photo parfaite de vacances pour mettre sur Instagram, donc la plage idyllique, le sommet de montagne époustouflant, la rue commerciale colorée, le musée reconnu. Ils recherchent ensuite des lieux culturels et historiques, du divertissement, comme donc des bars, des sorties qui se permettent de se fondre dans la culture locale. Ils recherchent des lieux naturels à admirer ou à explorer en randonnée, en bateau ou en traîneau à chien. Et finalement, ils recherchent donc une accessibilité et des transports adéquats pour se rendre jusqu'à la région, que ce soit en voiture, en avion ou en train ou autre, et pour se déplacer une fois rendu à pied, en voiture ou en transport collectif. Ce qui est intéressant de cette analyse-là, en fait, c'est qu'est-ce qui converge? Quels sont les points communs? Qu'est-ce qui est commun entre ces trois, entre les résidents, les entreprises et les touristes? Donc, tous recherchent donc des infrastructures de transport et des aménagements de qualité. Donc, c'est donc une condition de base, quelque chose à partir de laquelle il faut construire. Mais évidemment, ça ne peut pas suffire à attirer les gens dans la région. C'est comme un baseline. Donc, en fait, on l'a nommé plusieurs fois, mais ce que les gens recherchent au niveau des résidents, puis au niveau des touristes, c'est la culture, le sentiment d'appartenance à une collectivité. En fait, ce que les résidents recherchent, le petit je ne sais quoi dont on a parlé, bien, c'est aussi ce que les touristes recherchent, parce qu'à quelque part, ils veulent s'imprégner de cette culture-là, ça les rend un peu jaloux, ils veulent venir voir qu'est-ce qui se passe, puis ils veulent venir découvrir ça. Donc, c'est à nous un peu de réussir à le mettre en valeur, puis à cet égard-là, c'est quelque chose en laquelle nous tous ici, on se distingue en Amérique du Nord. Donc, au niveau de ce qu'ils recherchent aussi, il y a la question des commerces et des services. Donc, les résidents vont les rechercher pour les achats courants, mais aussi pour le divertissement, alors que les touristes vont le rechercher pour l'hébergement, les restaurants et le divertissement. Donc, quand on a une bonne qualité, variété d'établissements, bien, ça profite aux deux. Ensuite, les gens recherchent des emplois. Les entreprises recherchent une main-d'œuvre qualifiée, donc il y a vraiment l'un et qui est le pendant de l'autre. Et à ce titre-là, c'est important de noter que, dans le fond, comme on notait que les entreprises recherchent vraiment de la main-d'œuvre qui est qualifiée. Donc, s'ils ne la trouvent pas dans la région, ils risquent d'aller s'établir ailleurs ou de faire venir des travailleurs de l'extérieur. Donc, si on veut que les résidents puissent accéder à ces emplois-là, la question de la qualification de la main-d'œuvre est extrêmement importante. Donc, la présence d'institutions qui va venir aider à qualifier les résidents de la région est très, très importante pour que les emplois disponibles soient pourvus à même la main-d'œuvre locale et que ça soit rendre la région aussi plus attrayante pour les entreprises qui recherchent cette main-d'œuvre-là. Donc, finalement, les touristes vont rechercher des lieux naturels, historiques, culturels qui vont se démarquer. Donc, en ce sens-là, les bâtiments, nos lieux publics, nos espaces verts doivent être bien aménagés. Donc, c'est un facteur d'attraction pour les résidents. Donc, les gens apprécient ces espaces-là. Et ça peut donc être aussi un investissement qui est payant au niveau touristique. Donc, en ce sens-là, il faut porter une attention particulière à la beauté des lieux. Penser dans nos décisions d'architecture, nos décisions d'urbanisme, dans le fond, de mise en valeur des milieux naturels, penser vraiment à axer ça pour que ça profite aux deux. Donc, ainsi, en répondant à des besoins locaux pour nos résidents, on peut aussi s'en servir comme levier pour attirer des entreprises ou des touristes et inversement. C'est le cas, par exemple, de la formation ou de la beauté des lieux. Dans le fond, parfois, les municipalités et les régions peuvent se sentir un peu déchirées entre des choix à faire pour la qualité de vie de leurs citoyens ou des choix à faire en développement économique ou touristique. Mais ça ne devrait pas être le cas, en fait. L'un peut nourrir l'autre si on réfléchit intelligemment à nos décisions. Donc, pour poursuivre, toi, tu voulais faire t'avais une diapo, je pense. Oui. Alors, l'idée de valoriser, c'est se demander comment est-ce qu'on peut transformer ces besoins-là des différents publics en opportunités pour les collectivités. Il faut analyser les forces, nos forces dans chacune de nos communautés et les différents leviers qui sont présents sur nos territoires. Là, donc, toutes nos forces sont notre offre actuelle, l'offre potentielle. Il faut le comparer, le mesurer à la demande. Donc, quels sont les besoins qu'on peut déceler chez nos résidents, les entreprises présentes et celles qu'on veut attirer, ou les touristes, donc ceux qui reviennent, ceux qu'on veut voir pour une première fois. Et de cette réflexion-là, ça permet de faire émerger des opportunités, donc des éléments à renforcer les morceaux qui sont manquants à notre offre, des éléments à développer pour que notre offre actuelle soit plus attrayante,
ou encore des éléments à faire connaître pour que les gens sachent ce que notre collectivité a à offrir. Des fois, on l'a déjà présent, mais on ne le fait pas connaître, on ne parle pas de nos succès, on attend que les autres les découvrent. Et comment on va arriver à cette analyse-là? On vous propose des clés, quelques étapes clés pour y arriver, déterminer les opportunités qui sont possibles pour qu'on se démarque. Donc, en ce sens-là, en fait, la recette, si on veut, pour revitaliser une communauté, en fait, ou pour continuer à la développer, elle est connue. Les meilleures pratiques ont été recensées par plusieurs chercheurs et même par le gouvernement du Québec. Donc, on pourrait les résumer en 3 clés. Là, on a résumé ça pour que ça soit facile à retenir. Les gens, la vision, les ressources. Donc, si on arrive à assembler ces 3 clés-là, c'est vraiment les clés qui vont nous permettre d'activer la revitalisation et de développer nos collectivités pour le mieux. Donc, au niveau des gens, qui est-ce qu'on devrait mobiliser pour une démarche pour trouver justement ces opportunités-là pour notre région? Donc, on voudrait l'engagement des leaders de nos communautés, les leaders qui ont des profils variés, qui sont attachés à leur communauté et qui ont les compétences pour s'engager dans une telle démarche et la volonté pour le faire. On souhaite aussi, évidemment, que la municipalité, que les élus locaux soient présents dans la démarche parce que sans eux, c'est très difficile des fois d'activer certains leviers qui permettent de réaliser les projets. C'est pas impossible, il y a plein de projets qui se réalisent sans ça, mais on s'entend que c'est quand même un levier très, très important. Ensuite, au niveau de l'économie sociale, il ne faut pas négliger, c'est des joueurs très importants parce que ce sont souvent eux qui peuvent jouer, qui peuvent initier ou soutenir ou porter les projets qui vont être issus de la démarche. Ensuite, évidemment, il faut faire appel aux gens d'affaires parce qu'ils vont réaliser certains projets, ils vont aussi investir ou solliciter des fonds pour d'autres projets. Ensuite, le milieu communautaire est important pour mobiliser les résidents, pour favoriser leur adhésion et s'assurer que les besoins de tous soient pris en compte dans les projets. Ensuite, les institutions publiques peuvent apporter des expertises précises et précieuses et elles peuvent aussi assurer des formations en lien avec les projets. Et finalement, les citoyens doivent être impliqués, peut-être pas nécessairement toujours directement dans la démarche, mais à des étapes clés importantes de celle-ci pour recueillir leurs idées, leurs perceptions et pour s'assurer de leur adhésion. Donc, ça peut vous sembler beaucoup de gens, là. On va se le dire, là, ça commence à être compliqué de réunir tous ces gens-là. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant de gens autour de la démarche? Bien, en fait, c'est en général crucial à son succès. Pourquoi? Parce que ça s'assure qu'on prend en compte la complémentarité de l'ensemble des éléments. On n'oublie pas des éléments dans notre démarche, des angles morts qu'on n'aurait pas vus. On voit, il y a des gens qui vont apporter des idées qu'on n'aurait pas pensées si on reste aussi que si on reste entre gens. Donc, ça permet des synergies, ça permet de faire émerger des idées qui n'auraient pas vu le jour si on était resté entre gens qui se connaissent. Ça permet de mélanger des visions à court terme avec des visions à long terme. Ça permet aussi de faire adhérer l'ensemble de la collectivité à la démarche. Donc, ça permet d'avoir moins d'obstacles dans la planification et plus d'alliés dans la réalisation. Les projets qui en émergent ont donc plus de chances de se réaliser, d'amener des effets escomptés et d'être source de fierté pour la collectivité. Donc, une fois qu'on a réussi à réunir ces gens-là, comment on fait pour qu'ils travaillent ensemble? Ça, c'est un autre enjeu. Donc, c'est bien important d'avoir la présence d'un comité de développement local qui est actif et qui réunit une bonne partie des acteurs ou les plus représentatifs d'entre eux. Ceux-ci doivent avoir une capacité de réseautage interne avec les autres acteurs de la collectivité, mais aussi externe avec des ressources potentielles à l'échelle régionale ou nationale. Ça prend un accompagnement soutenu par des professionnels, on va y revenir, et ça prend aussi dans la démarche un fort sentiment d'appartenance des gens qui participent. J'ai avancé. Bon. Deuxième clé, la vision. Celle-ci doit reposer sur une connaissance fine du milieu. Tu sais, on l'a nommé tantôt là, pour pouvoir analyser quelles sont l'offre, qu'est-ce que la région peut offrir. Il faut que les gens qui participent à la démarche connaissent bien leur région et l'aiment. Et donc, c'est possible à travers la qualité des acteurs qu'on met autour de la table. Cette vision-là doit se travailler à une échelle territoriale qui est pertinente. Donc, si le territoire qu'on vise est trop petit, ça limite un peu les horizons, mais s'il est trop grand, c'est un peu dispersé, on ne se reconnaît plus dans le territoire qu'on est en train de développer. Donc, cette échelle va permettre d'établir une vision qui va être rassembleuse, qui va être inspirante, où est-ce que les gens vont se reconnaître. Donc, c'est le territoire d'appartenance. Ensuite, cette vision-là doit se doubler d'une planification bien établie à long terme qui va inclure des étapes clés, qui va inclure différents projets avec des échéances variées
et qui va aussi être participative, donc inclure une large variété d'acteurs et de citoyens. Donc, on va inclure justement dans cette planification-là des gens à des différentes étapes on va déborder en ce sens-là, donc du comité de suivi. La planification doit aussi inclure des éléments de suivi qui vont permettre de suivre sa réalisation et de s'assurer que ça se fait dans le temps. Un dernier élément à noter, la vision doit aussi se doubler de projets, évidemment, mais dont certains d'entre eux doivent être pensés à très court terme. Pourquoi? Parce que ça permet de mobiliser très rapidement les gens dans l'action. Donc, rapidement, on va mettre les gens dans le concret. Ça va permettre aussi de voir tout de suite des résultats très visibles. Et ça va donner aux gens confiance dans la démarche et le goût de se mobiliser pour des projets de plus grande envergure. Donc, c'est important de prévoir un projet d'embellissement, quelque chose qui se fait bien et rapidement. Donc, au niveau des ressources, les ressources sont de deux types, donc les ressources humaines et les ressources financières. Au niveau humain, en fait, on note qu'un des facteurs de succès extrêmement important de ce type de démarche-là, c'est la présence d'un soutien professionnel dédié, donc un intervenant pivot dont le rôle, c'est vraiment de soutenir cette démarche-là. Donc, celui-ci va jouer un rôle très crucial de multiples niveaux pour recruter, mobiliser les leaders dans la démarche, animer le comité de développement, soutenir l'élaboration de la vision, planifier la démarche. Cet intervenant-là va aussi faciliter le réseautage avec les acteurs internes et externes. Il va faciliter le travail d'analyse des forces et opportunités du milieu. Il va permettre aussi de coordonner ou de suivre la réalisation des projets qui se font à l'issue de la démarche et de rechercher du financement pour ceux-ci. Donc, c'est vraiment un acteur ou une équipe, le cas échéant clé, qui va aider les gens à rester mobilisés et alignés de façon cohérente dans la démarche. Finalement, évidemment, un autre élément important de la recette, vous le devinerez, c'est la question du financement. C'est important, par contre, que celui-ci soit adapté au projet et non l'inverse. Parce que des fois, on regarde un peu ce qui est disponible en termes de financement, puis là, on se dit, OK, on va essayer de comme gosser un projet qui va fitter dans le financement. Pas toujours la bonne stratégie parce que des fois, on se trouve avec des projets qui ne répondent pas vraiment aux besoins locaux et puis qui s'inscrivent pas dans la durée, donc qui risquent de durer seulement le temps du financement puis de s'évanouir quand le financement part. Donc, à l'inverse, lorsqu'on commence d'abord par la vision et les projets et qu'ensuite on cherche des financements en fonction d'eux, on peut déceler des sources de financement qui sont parfois différentes de celles qu'on aurait pu penser au départ parce que ça permet d'ouvrir des nouvelles avenues et ça permet de justifier beaucoup plus facilement les demandes de financement parce qu'elles sont bien appuyées sur une démarche qui est concertée. Il ne faut pas hésiter à innover dans les stratégies qu'on utilise pour aller chercher du financement, trouver des nouvelles façons d'utiliser certains fonds qu'on n'aurait pas pensé, adapter certains pans de projet pour que ça corresponde tant que le projet ne change pas dans son essence. On peut regarder au niveau des sources de financement privées, les fondations et autres, au niveau public, évidemment, et au niveau collectif aussi, il ne faut pas oublier des levées de fonds, du socio-financement qui est de plus en plus populaire, mais aussi des ventes de biens et services. On pense à l'économie sociale. Des fois, on peut se servir de vente de certains éléments comme levier pour financer des parties de notre projet. Et dans le fond, on va chercher ce financement-là au niveau local, régional ou national, idéalement une combinaison de plusieurs paliers, parce que plus notre montage financier est varié, plus on est capable d'aller chercher des sommes substantielles, parce qu'un financement va servir de levier pour aller chercher un autre financement, et on va être moins dépendant d'une seule source. Donc, quand on réussit à réunir ces trois clés-là, les gens, la vision, les ressources, on a tous les facteurs qui sont réunis pour faire de notre initiative un succès. Et on vous propose, pour illustrer le propos de la recette dont Geneviève vient de nous parler, un exemple qui est tout près d'où on demeure, donc qui est le village de Saint-Camille, qui est un exemple de revitalisation de cette communauté-là. C'est donc dans les cantons de l'Est, à 20 minutes de la ville de Sherbrooke, d'où on vient. C'est un territoire agricole qui est en grande partie boisé. Et si on est chanceux, quelques citoyens de Saint-Camille nous regardent présentement. Donc, Saint-Camille faisait face, il y a quelques années, à un déclin démographique important. Le 20e siècle a apporté toutes sortes de bouleversements, de désindustrialisation, délocalisation. Et il y avait donc ce déclin démographique-là, une fermeture de services de proximité, et ça a mis un constat sur la table, la dévitalisation possible du village. Il fallait donc, pour eux, inverser la tendance. Et on vous propose quelques étapes clés dans la façon dont ils s'y sont pris. Devant ça, il y a 4 personnalités locales qui ont investi de leurs propres sous pour fonder, il y a 30 ans, ce qu'ils appellent le Groupe du Coin, qui est une corporation privée de capital de risque
qui vise à assurer l'achat d'édifices abandonnés ou non utilisés pour les reconvertir puis sauvegarder à la fois le patrimoine du village, mais assurer des services à la communauté. Ils ont utilisé à cette époque-là une mesure fiscale qui était prévue pour des investissements de nature financière, puis ils ont utilisé à des fins sociales. Donc, c'est une innovation dans l'utilisation des mesures fiscales disponibles à cette époque. Et leur premier projet, on vous donne quelques étapes seulement, mais leur premier projet, ça a été l'achat du magasin général fermé depuis un certain temps. Donc, 2 des investisseurs y ont fondé le Petit Bonheur de Saint-Camille, qui est un organisme à but non lucratif qui sert à la fois de salle de spectacle, de lieu d'expression culturelle, d'espace de rencontre, d'échange, d'incubation de projets, et ça inclut un bistrot aussi. Et le fonctionnement était plutôt simple, mais il fallait y penser. C'est que le Petit Bonheur créé louait l'édifice au groupe du coin pour un montant qui couvrait les frais d'hypothèque. Et lorsqu'il a atteint le seuil de rentabilité, il a racheté l'édifice au groupe du coin, et ça permet donc de récupérer l'investissement et à ce groupe-là de se tourner vers d'autres projets, donc d'autres étapes de leur stratégie. Ce fut un premier succès, une première étape qui a connu du succès, qui a été réalisée en quelques années. Donc, Geneviève parlait de différentes échéances, donc de projets à court terme et long terme. C'en est un qui, sur 2 ans, a vraiment montré qu'on pouvait faire une étape, qu'il y avait quelque chose de possible dans l'idée de revitaliser le village. Et ça a eu un effet d'entraînement, puisque, face au succès, d'autres personnes se sont mobilisées avec le groupe du coin et ont accompli d'autres projets, comme par exemple une corporation de développement socio-économique, là c'est socio-économique la clé ici, un centre d'interprétation du milieu rural, une coopérative d'habitation, une coopérative de santé. Ils ont des projets, de façon récente, là, des projets de téléprésence ou de laboratoire de création numérique. Donc, il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'ils peuvent faire. Ils continuent les projets au gré des besoins exprimés par la communauté. Donc, cette première initiative-là, je l'ai dit, a créé un déboulement, un cercle vertueux d'initiatives, d'efforts. Les gens sont mobilisés autour de ces efforts-là. Mais ça a été réfléchi avec la collectivité. Tout le monde avait un constat commun de dévitalisation possible, mais ils ont profité du Petit Bonheur comme lieu de rassemblement. Ça a servi d'étincelle pour différents projets. Donc, une autre initiative d'importance à Saint-Camille, cette fois-ci plus récente, c'est l'initiative du Rang 13, qui sont des habitations rurales pour les familles. Donc, dans ce cas-là, on a vraiment fonctionné avec la fameuse recette parce qu'on a impliqué une très large variété d'acteurs comme la municipalité, la Corporation de développement socio-économique, les propriétaires des lots visés, des leaders locaux comme un ancien maire, des membres du groupe du coin, la majorité des organismes du village ainsi que les citoyens à travers des rencontres d'information et d'échange. Dans le fond, pour dégager une vision et les opportunités, en fait, ils ont décidé de s'appuyer sur les forces de Saint-Camille. Ils ont réfléchi, c'est quoi les forces de notre village? C'est un paysage vallonné rural, une collectivité engagée et la proximité de la ville de Sherbrooke juste à côté. Donc, ils se sont dit, ça doit bien intéresser quelqu'un, ça, de vivre en milieu rural, dans un milieu agricole plus tranquille, mais tout en étant proche de l'urbanité. Donc, ils ont imaginé des projets qui sont conçus sur mesure pour attirer donc ces gens-là qui pouvaient être intéressés par ça, dont le projet du Rang 13. Et cette initiative a très bien fonctionné. Il y a 25 familles qui s'y sont établies, qui ont été attirées donc exactement par les facteurs qu'ils avaient pensés, donc le mode de vie, la vitalité collective et culturelle du village. Et donc, ça a permis non seulement d'arrêter, mais carrément d'inverser le déclin démographique, donc la collectivité s'est mise à avoir plus de gens. Et ça a permis de sauver l'école primaire et d'apporter un nouveau souffle au développement pour le village. Donc, on le voit donc Puis, ils ont aussi, pour réaliser la démarche, embauché un coordonnateur qui était responsable de superviser l'ensemble de l'œuvre et ils ont financé le projet avec une très grande variété de fonds au niveau provincial et fédéral, ainsi qu'évidemment la municipalité pour la question des infrastructures. Donc, voilà. Puis, en fait, tu sais, peut-être qu'en regardant ça, ça peut vous sembler difficile et long à réaliser parce que c'est une démarche de Saint-Camille sur plus de 30 ans. Mais en fait, l'important, c'est de commencer à quelque part, de débuter avec ceux qui ont de l'intérêt et de construire peu à peu à partir de ça, comme l'ont fait les initiateurs du groupe du coin. Tu veux-tu passer directement à la conclusion? Non, on va manquer de temps. Tu penses? Bien, il est 10 heures. Alors, en guise de retour sur les différentes idées qu'on voulait vous partager,
Ça a débuté avec l'écriture de nos essais et en imaginant le territoire, on a vraiment pris un pas de recul puisque, je vous disais, notre éducation, notre scolarité avec les cours de géographie et d'histoire nous laissait un peu sur notre faim. Donc, on a essayé de dépasser ce qu'on connaissait déjà. Et on s'est demandé comment, justement, ça se faisait qu'on en connaissait si peu. Au lieu de la scolarité, pourquoi est-ce qu'on était moins sensibilisé ou moins... on connaissait moins le territoire, d'où on venait et ses particularités. Et on se demandait de quelle façon est-ce qu'il pouvait influencer notre vie quotidienne, notre culture, nos habitudes, nos loisirs et même notre avenir. Et en dernier, on s'est demandé comment est-ce qu'il pouvait nous amener à rêver, à imaginer différemment notre avenir. On a bousculé des frontières, on est allé au-delà des lignes, des cartes tracées dans notre 20e siècle, et ça a changé notre perspective. Un exemple, si je vous dis les Grands Lacs, tout le monde sait c'est quoi? Donc, c'est 5 plans d'eau gérés par une instance canado-américaine, ça se résume à ça. Bien, en réfléchissant un peu, c'est un carrefour d'échanges et ces Grands Lacs-là ont connu des échanges depuis très, très longtemps et bien avant qu'un pied français ne foule le sol de l'Amérique. C'est un lieu de conflit interminable entre Anglais et Français. À une époque, ce serait un terminal idéal pour connecter le cœur du Canada par un train à grande vitesse ou grande fréquence. C'était une grande étape dans la route des fourrures vers l'ouest ou un point de départ pour l'exploration du Mississippi. Donc, les cartes qu'on vous a présentées avaient pour but de vous bousculer un peu, de mélanger des frontières et des époques pour vous, challenger ce que vous aviez appris, ce que vous connaissiez. Et on souhaite que le point de vue qu'on vous partage, donc notre point de vue, suscite des réflexions et des grands projets dans votre coin d'Amérique. Qu'il vous donne aussi le goût, personnellement, de vous attarder à votre coin de territoire et ses possibilités, parce qu'elles sont nombreuses, donc des paysages à la culture, des ressources à l'architecture. C'est à vous de trouver les trésors, les particularités et de les mettre en valeur chez vous. Donc, nous souhaitons aussi que cette présentation ait aidé à vous outiller. Donc, avec la fameuse recette, on vous invite à rassembler autour de vous les acteurs clés de votre collectivité, de les amener à travailler ensemble, à rêver, à élaborer une vision d'avenir avec le soutien de professionnels, avec les ressources financières que vous saurez dénicher. Vous serez à même de réaliser des projets qui sont susceptibles d'avoir un impact important. Des petits projets concrets qui vous mobiliseront rapidement et des projets ambitieux, porteurs d'avenir, dont votre communauté pourra être fière et qui fera parler de vous, bien au-delà de vos frontières réelles ou perçues. Faites de vous des 5 amis locaux. Donc, on vous laisse ici sur une citation très inspirante de Serge Bouchard, qui est anthropologue et auteur québécois. « Qui connaît aime, qui fréquente aime et trouve des vertus à tout. Tous les territoires sont susceptibles d'être démesurément aimés, tous. » C'est tellement vrai. Puis il y a 2 clés dans cette citation-là. Connaître notre territoire et l'apprécier. Parce que c'est seulement en partant de là qu'on va réussir à convaincre les autres d'y venir. Et en ce sens-là, on peut s'appuyer sur notre imagination, sur le grandiose de notre territoire, des lacs grands comme des mers, des plaines vastes comme des continents, des rivières aussi puissantes que des fleuves, des montagnes appelant au respect. Nous pouvons nous appuyer sur notre héritage commun qui se traduit par une culture tellement vibrante, une joie de vivre qui est contagieuse. Et on peut aussi s'appuyer sur tout ce que nous avons réussi à faire pendant plus de 400 ans de présence, de travail, de défrichage, de persévérance, de résilience, de rencontres. Reconduire ici le travail de nos prédécesseurs. Aujourd'hui, peut-être que notre tâche consiste à réanimer des liens qu'on croyait disparus, lointains, redécouvrir ce qui nous distingue dans cet océan anglophone qu'est l'Amérique. On va y trouver des trésors à valoriser, des communautés avec qui les partager. On va en retirer une grande fierté, une fierté qui va donner le goût aux autres de venir découvrir notre coin d'Amérique. Il est grand temps de chausser nos bottes d'explorateurs, de défricheurs et de voir grand. Nous tous ici, ensemble, on peut rédiger la prochaine page de l'histoire de la présence française en Amérique. Merci beaucoup de votre attention.